Hello, my name is Andréane Langevin. I am a student at DICE. I study language policy and more specifically language policy in the Quebec education system. In May 2021, the government of Quebec tabled a new bill called Bill 96. In essence, this new language legislation seeks to modernize its predecessor, Bill 101, also known as the Charte de la langue française, by amending 201 of its provisions. Bill 96 was tabled by Minister Simon Jolin Barrette, the minister responsible for the French language. In the fall of 2021, Jolin Barrette's cabinet selected 51 speakers or special interest groups to testify before the National Assembly and share their opinions on the new bill. They were also invited to submit a written memoir stating their positions on some of the proposed amendments. The hearings were held over 9 days and they amount to more than 40 hours of recording. This is a viewer's digest of the meaningful moments from the last day of the public hearings, day 9. Il y a beaucoup de démarches à faire quand on immigre dans un nouveau pays et on s'entend que souvent, ça prend beaucoup plus de temps que 6 mois, ces démarches auprès des services publics, notamment quand les personnes ont des statuts non permanents rappelons que les nouveaux arrivants qui arrivent chaque année au Québec sont majoritairement des personnes avec des statuts temporaires et avec des statuts précaires. Limiter l'accès aux services publics uniquement en français risque de couper la communication et l'interaction entre le nouvel arrivant et l'État. Et ce que personne ne souhaite. Au contraire, actuellement, on a mis en place justement un nouveau dispositif, Accompagnement Québec, qui cherche à renforcer les liens entre l'État et le nouvel arrivant. De ne pas imposer une limitation et qui est le retrait des articles 6, 7 et 15 pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Il y a 2 raisons pour ça. Parce que cette limitation de 6 mois, en fait, et de ne plus communiquer dans une autre langue, en anglais ou dans une autre langue, rajoute des obstacles aux nouveaux arrivants. Mais surtout, la deuxième raison, c'est l'application pour déterminer si on peut communiquer ou pas en français avec un nouvel arrivant est, selon nous, impraticable, notamment à cause des différents statuts. D'ailleurs, on se questionne au niveau, comme il n'y a pas de définition des personnes immigrantes, on se questionne, de qui on parle là? On parle de toute personne qui pose son pied sur le sol québécois, ou bien des personnes avec des statuts de résidence permanente, etc. Mais ça, on pourra en débattre. La réalité de Montréal, ce n'est pas la même situation que dans une ville comme Granby, par exemple, d'autour de 80 000 habitants. Alors, il y a un bel effort de la part du ministère de l'Immigration pour permettre l'accès à la francisation et un investissement financier qui permet à différentes catégories d'immigration d'accéder à la francisation. Mais le processus pour pouvoir commencer son cours de francisation, c'est pas si facile. Il est complexe parce qu'il y a tout un processus à respecter, que je comprends très bien, je suis d'accord. Sauf que si on dit qu'à l'intérieur de 6 mois, on doit être francisé, c'est quasiment impossible. Si on arrive et les périodes d'évaluation viennent de terminer, il faut attendre 3 mois pour pouvoir être évalué pour identifier les niveaux de francisation dans lesquels on doit être classé. Après ça, l'ouverture de groupe, il faut atteindre des cibles pour pouvoir ouvrir un groupe en région qui n'est pas la même réalité que Montréal. Donc, les bassins de l'immigration à Granby, par exemple, ce n'est pas le même qu'à Montréal. Donc, on ne peut pas avoir la même quantité de personnes qui sont prêtes à commencer son cours de francisation. Donc, il faut attendre des mois et des mois. J'ai des exemples de personnes qui ont attendu 6 mois. Et ici, on parle des réfugiés pris en charge par l'État. Il y a des exemples de personnes qui attendent depuis 9 mois pour pouvoir commencer la francisation. Et c'est un réfugié accueilli par l'organisme en 2003 que vous parle. C'est le directeur c'est un intervenant d'un organisme communautaire qui travaille avec des personnes immigrantes. Et c'est le directeur d'un organisme qui accueille des personnes immigrantes et qui a des ententes avec le ministère de l'Immigration et d'autres ministères et qui connaît la réalité des personnes qui arrivent dans notre région. Alors, je vous prie de porter attention à cette situation. C'est une réalité que je vous nomme aujourd'hui. Malgré les efforts du milieu, je pense qu'il faut considérer qu'à l'intérieur des 6 mois, ce n'est pas logique ou ce n'est pas facile à dire qu'on est francisé et pleinement francophone. Le problème, c'est l'image qu'on entend même dans cette commission, c'est que le fait que le français recule, c'est la faute des immigrants.
alors que du côté de la société québécoise, la société d'accueil, on constate que des fois, il y a comme un manque d'effort là, de vraiment offrir des milieux francophones. Par rapport à la francisation Québec, j'avoue que pour l'instant, on ne comprend pas très bien comment ça va fonctionner. On va laisser la chance aux coureurs. C'est sûr que ça fait 25 ans, je pense qu'on parle d'harmoniser, par du guichet unique et d'harmoniser les différents systèmes de francisation. Ces dernières années aussi, là, il y a des relances régulières. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça a donné beaucoup de résultats. Est-ce que cette fois-ci, avec Francisation Québec, ça va fonctionner? Tant mieux, là, je pense que ça va faciliter. Effectivement, actuellement, c'est un labyrinthe pour un nouvel arrivant pour trouver la ressource de francisation qui est adaptée pour lui. L'objet de la commission et l'objet du projet de loi n'est pas de faire porter le chapeau aux personnes immigrantes. Il y a juste un élément dans votre mémoire qui m'a un petit peu troublé. Vous dites à la page 7, il ne devrait pas y avoir d'oppression linguistique pour les nombreuses personnes s'intégrant harmonieusement à la société québécoise, mais en utilisant en plus du français d'autres langues que le français dans leur vie privée. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Là. Il n'est aucunement question d'oppression linguistique. C'est question d'intégrer en français, et les gens à la maison peuvent parler leur langue maternelle. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus, mais il faut avoir un tronc commun où l'ensemble des acteurs de la société québécoise se retrouvent, et ça doit être en français. Des effets collatéraux qui ne sont pas voulus par le projet de loi. Le cadre que vous proposez, à notre avis, apporte plus d'obstacles que de facilités et rendra plus difficile encore le parcours d'intégration. Combiner cette idée que je trouve bien de faire du français la langue commune, la langue d'intégration, mais si je ne suis pas encore francisé à l'intérieur de 6 mois et assez capable de m'exprimer, comment je vais pouvoir adhérer à cette position? C'est là qu'on trouve un gros défi pour les personnes immigrantes et les organismes en région qui n'arrivent pas à ouvrir des groupes, parce que ce n'est pas juste ouvrir les groupes, c'est les différents niveaux. Si on accueille par exemple 10 personnes et chaque personne, 3-4 personnes sont d'un groupe, d'un niveau, 2 sont d'un autre niveau, alors c'est complexe. C'est difficile de pouvoir ouvrir la francisation rapidement, au moins en région. Je ne connais pas nécessairement les détails à Montréal, mais c'est les gros défis auxquels les personnes immigrantes sont confrontées. Il y a des choses qui m'ont fait très plaisir à entendre. J'ai pris quelques notes. Quand vous avez dit, M. Réchaud, ce n'est pas la faute de l'immigrant si le français recule. Et puis, moi, j'avais mis 3 petits points et de mon cru, mais vous le dites aussi à la page 7, je crois, de votre mémoire, ni à cause de la langue parlée à la maison. Alors, je voulais vous poser la question parce qu'on aura un échange fort important tout de suite après vous avec un démolinguiste qui va justement nous entretenir beaucoup sur sa vue, ma foi, assez pessimiste de l'avenir du français au Québec, mais en lien avec l'indicateur de la langue parlée à la maison. Vous dites, on peut parler le vietnamien, on peut parler le mandarin, mais on parle français dans l'espace public et on en est très fiers. Moi-même, ma langue maternelle, c'est l'allemand. Dans les statistiques de Statistique Canada, je suis un allophone. J'ai beaucoup d'amis immigrants, en fait, qui parlent une autre langue à la maison, mais qui cartonnent en français, là. Mais c'est ça la solution, à mon avis. Les cours d'accès à la langue française, il va manquer de professeurs. La pénurie de profs qui est quand même dramatique, surtout à Montréal, qui empêche des centaines et des centaines de personnes de se franciser au moment où on se parle. Et ça va être un enjeu, puisque vous m'amenez là-dessus, aussi majeur pour le ministre que d'autres enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Ça va faire partie, si on veut que cette loi-là soit une réussite, il faut absolument qu'il y ait énormément de professeurs de français langue seconde. Or, ça ne court pas les admissions dans les universités, dans les collèges. Il va falloir trouver des façons pour franciser. Et ça, c'est un gros chantier aussi en suivi du projet de loi. L'immigrant moyen arrive à l'âge de 30 ans. À 30 ans, vous ne changez plus de langue. Toutes les données, non seulement démographiques, mais
de pédagogie linguistique montre qu'à partir d'un certain âge, on ne change plus de langue. C'est surtout avant 15 ans qu'on change de langue, au primaire et au secondaire. D'où le discours tout à l'heure peut-être sur le collégien anglophone. Tout récemment, eu un rapport de l'Office de langue française qu'on a demandé à Statistique Canada, que l'Office a demandé à Statistique Canada, qui dit noir sur blanc que vous pouvez faire tout ce que vous voulez du côté de la francisation des immigrants. Vous pouvez même dire je ne fais venir que des immigrants francophones. Vous pouvez même dire on va faire passer la moitié des immigrants en région, ce qui est très utopique. Hein. Toutes ces mesures, même très utopiques, aboutissent à un résultat quasiment dérisoire. Ça n'affecte que très marginalement, ça ne ralentit que très marginalement le déclin du poids démographique des francophones. Pour un démographe, ce qui compte, c'est la langue à la maison. Par définition, on ne peut intervenir politiquement que du côté de la langue publique, par définition. Comme disait un cher Premier ministre canadien, on ne peut pas s'occuper de la langue qu'on parle dans la cuisine ou dans la chambre à coucher. On ne peut s'occuper que de la langue parlée dans l'espace public. Mais là où se passe pour un démographe, c'est la langue qui est parlée à la maison. Pourquoi? Parce que la langue parlée à la maison devient la langue maternelle des enfants. Et comme démographe, on ne raisonne pas à court terme. On essaie d'avoir une perspective générationnelle, une perspective de long terme. Et donc, à ce moment-là, la transmission d'une langue d'une génération à l'autre est fondamentale. Et de ce côté-là, malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, parce que malgré tout ce qu'on a fait, malgré les énormes progrès du côté de l'enseignement primaire et secondaire, bien sûr, malgré tout ça, le pourcentage francophone n'a cessé de diminuer depuis qu'on a des données depuis 1971. Le problème, c'est que si vous voulez corriger, il n'y a pas beaucoup de solutions. On ne va pas agir sur la fécondité. On ne peut pas dire on donne des bébés bonus aux mères francophones. On ne peut pas agir sur la mortalité. On ne va pas dire on va soigner que les francophones. Enfin, il n'y a qu'un seul domaine sur lequel on peut agir, c'est l'immigration. Mais justement, l'étude de l'Office dont je parlais tout à l'heure montre que l'impact que peuvent avoir des mesures même utopiques sur l'immigration, même ces mesures-là ne ralentissent que très, très légèrement le déclin du français comme langue parlée à la maison. Finalement, on dit le Québec, c'est l'îlot francophone en Amérique du Nord. Non, c'est le reste du Québec, moins la région de Montréal qui est l'îlot, parce que Montréal est déjà minoritaire en termes de langue maternelle, de langue française, et est sur le point de l'être en termes de langue d'usage à la maison. Qu'en est-il de la langue anglaise? Est-ce que la langue anglaise est en déclin au Québec? Je dirais que le groupe anglophone, quelle que soit sa définition en termes de langue maternelle ou langue d'usage, est dans le même bateau que le groupe francophone. Dans la mesure où ils ont une sous-fécondité énorme, elle est même un peu supérieure quand même encore à celle du groupe francophone, mais tout juste. Donc ils ont ce gros défi-là aussi. En plus, ils ont perdu énormément par exode en termes de migration interprovinciale dans les années 70 et 80. Et ça leur coûte aujourd'hui énormément parce que c'est une population très vieillie et concentrée dans quelques régions. 88% des anglophones sont dans 4 régions métropolitaines où elles bénéficient de quasiment tout le support institutionnel en santé, en éducation, souvent à des niveaux supérieurs à ceux du francophone. Donc je dirais que les anglophones, effectivement, ont ce problème de fécondité, ont ce problème de vieillissement de population, qui est un peu leur faute, puisqu'ils ne font pas d'enfants aussi. Est-ce que la langue anglaise est en augmentation au niveau de la langue d'usage dans l'espace public? L'augmentation du côté du nombre de locuteurs de l'anglais dans l'espace public n'est pas tellement élevée en termes de langue unique. Mais l'augmentation est très sensible en termes de langues multiples. Autrement dit, les personnes qui déclarent utiliser en même temps. Le plus souvent, j'ai toujours des problèmes avec ça parce que comment est-ce qu'on peut utiliser le plus souvent 2 langues en même temps? Il faudrait qu'on m'explique un peu ça. Mais les gens répondent comme ils peuvent. Et là, l'augmentation est très sensible du nombre de personnes qui ont déclaré utiliser en même temps, le plus souvent, à la fois l'anglais et le français.
c'est quand même quelque chose comme 4% sur 15 ans. Ce n'est pas négligeable. Le problème, c'est comment est-ce qu'on interprète ça? Comment interpréter ces langues multiples? Et là, je reviens à mon point de tout à l'heure. Si on parle de langue de travail, on ne choisit pas toujours. Tantôt on va parler en français, tantôt on va parler en anglais. Et donc, ce sont des données qui sont très difficiles à interpréter. Et je serais très prudent dans dire ça va très bien ou ça va très mal. Il y a trop de variables en jeu. Croyez-vous que le projet de loi 96 que nous étudions présentement peut permettre d'avoir un impact sur le déclin du français? Le large éventail de données qui ont été introduites, de mesures qui ont été introduites dans le projet de loi, je suis convaincu qu'effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une remontée du pourcentage de personnes qui vont utiliser le français dans l'espace public. De là à dire qu'on va renverser la tendance, ça m'étonnerait fort. Mais depuis 2001, il y a manifestement un renversement en faveur de l'anglais, aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé. Et donc, on peut espérer que le projet de loi va aider à diminuer l'impact de ce revirement en faveur de l'anglais. Mais je serais sceptique de parler de renversement. On peut espérer qu'il y aura un frein au ralentissement dans l'espace public. Dans l'espace privé, je ne vois pas comment on peut renverser et même freiner la tendance au déclin du français. Si on parle de solutions concrètes là, pour stopper le déclin ou freiner au maximum le déclin du français au Québec, est-ce qu'une meilleure régionalisation, entre autres, de l'immigration, selon vous, vraiment une nette amélioration à ce chapitre pourrait améliorer là, de façon significative, stopper le déclin du français au Québec? Effectivement, toutes les données dont on dispose montrent que les immigrants qui s'installent en région se francisent beaucoup plus rapidement et s'intègrent non seulement linguistiquement, mais économiquement beaucoup plus vite et dans des bien meilleures conditions que ceux qui s'installent à Montréal. Certains autres démographes sont venus dire que souvent, les questions qui étaient posées là, par Statistique Canada, notamment dans le reste du Canada, mais ici aussi, ne donnaient pas vraiment un portrait juste de la situation. Ils proposent d'ailleurs que Statistique Québec, ou du moins un institut similaire, pose de vraies questions. Qu'en pensez-vous? Vous le savez certainement, Statistique Canada ne fait pas ce qu'il veut. Vous le savez probablement que les questions qu'on pose au recensement, la formulation des questions, la place de la question au recensement est décidée au Conseil des ministres, au fédéral. Vous voyez bien l'importance politique qu'il y a derrière. Ce n'est pas par hasard que malgré toutes les demandes des démographes, on a dû attendre 2001 pour avoir finalement une question sur la langue de travail, alors que la commission Gendron demandait depuis des décennies. Bon, en tout cas, donc, il y a des limites à ce que Statistique Canada peut faire. Quand j'ai terminé votre mémoire, je l'ai lu il y a 2-3 jours, merci, on a eu le temps de le lire et relire, j'ai écrit ceci, mémoire extraordinairement pessimiste pour quelqu'un qui a toute cette expertise. J'ai écrit aussi, c'est le mémoire le plus pessimiste à date. Pas beaucoup de solutions, et c'est un peu ce que vous nous avez répété. Vous avez comme un postulat de base ou un paradigme de base qui est celui-là, je pense, vous en changerez pas et j'arriverai certainement pas à vous faire changer d'avis, c'est la langue parlée à la maison. Tout part de cela. Et c'est ce paradigme qui vous rend peut-être pessimiste et qui, moi, me rendrait peut-être pas si pessimiste que ça. Je ne sais pas, mais il me semble que même si la première génération, par exemple, ce qu'on appelait les boat people, Kim Thuy en est un exemple éloquent, de parents qui parlent en vietnamien à la maison, l'enfant va à l'école en français, tombe en amour avec la langue française ou parle parfaitement le français, se met est en couple ou a un enfant avec un Belge, un Espagnol,
un Québécois de souche, un anglophone même, on pourrait dire. En quoi l'avenir d'une Kim Thuy est moins francophone que l'avenir d'une députée de Marguerite Bourgeois dont le grand-père est né en Algérie, la mère en France, avec un père québécois de souche, on pourrait dire, puis ça donne une Québécoise qu'on m'appelle de souche, mais on est tous l'immigrant de quelqu'un. Vous serez le premier à le dire et à le vivre. En quoi cette famille de Vietnamiens qui, en deuxième, troisième génération, est parfaitement francisée, francophile, francophone, n'est pas pour vous une ouverture optimiste à la suite des choses, à la suite du monde, on pourrait dire? Je suis le premier à plaider pour qu'on parle le plus de langues possible. C'est une richesse que de parler une langue. Plus on en parle, plus on est riche dans tous les sens du mot. Et j'ose croire que je fais partie de... J'en parle 4 sans trop de problèmes. Le problème qui se pose dans votre question, qui est tout à fait... Je comprends super bien votre question, sauf qu'il y a quelque chose qu'on oublie dans toutes ces discussions, c'est la distinction fondamentale, à mon avis, à faire entre le niveau micro et le niveau macro, le niveau des individus et le niveau des groupes. Le niveau de l'évolution dans l'utilisation d'une langue au niveau des individus et le niveau macro qui est celui de l'évolution de langue dans l'ensemble du groupe. Si on tient compte de ça, c'est là qu'il y a le problème, justement. À mon avis, tous les immigrants, que si ce ne serait pas eux, ce sera probablement leurs descendants ou plus tard à la deuxième génération, les petits-enfants. Tous passeront au français. Il n'y a pas de problème. Et j'en suis convaincu que ce sera le cas. Il y aura peut-être quelques exceptions du côté... Mais ça ne règle pas le problème. Parce que le temps que ça prend d'une génération à l'autre, une génération, disons, c'est 25 ans. Pendant ces 25 ans, et souvent c'est plus que 25 ans, ceux qui ont fait les études dans ce domaine disent en moyenne 1 génération et demie à 2 générations. Bon, pendant tout ce temps que ça prend, 25 ans, 30 ans, 40 ans, pour que les individus deviennent francophones, au privé, au public, là, la distinction, on peut l'oublier. Le temps que ça prend, tous les autres phénomènes continuent à jouer. C'est ça le problème. C'est qu'on a beau gagner chaque année quelques milliers de personnes qui passent au français par transfert linguistique au niveau des individus. Pendant ce temps-là, pendant cette même année-là, le groupe francophone du Québec a un déficit de naissance de au moins 20 000. Vous parlez beaucoup des chiffres faibles en immigration, en régionalisation, dans les cégeps anglophones, mais à un moment donné, quand on multiplie les solutions... On peut ajouter, c'est évident, et c'est ce qu'on a fait dans plusieurs scénarios. C'est ce que Statistique Canada vient de faire dans le rapport qui a été déposé au printemps dernier, que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont parlé parce que ça dérange énormément. Statistique Canada, des noirs sur blanc, vous pouvez faire venir tous les immigrants francophones, vous pouvez les mettre en région, vous pouvez dire qu'ils parlent tous le français, etc. Ça ne change quasiment rien. Donc, je suis bien obligé d'accepter ça, et ça correspond à 100% à ce que j'obtenais dans mes prévisions à moi. Il n'y a pas de défaitisme ou de pessimisme là-dedans. On pousse sur un bouton, on voit ce que ça donne. On fait un autre scénario, on voit ce que ça donne. Tous les scénarios, et Statistique Canada fonctionne de la même façon. Merci et tous les résultats de tous les scénarios ne sont pas très réjouissants. On devrait revenir aux dispositions originales de la Charte de la langue française qui faisait de la version francophone des lois la seule version officielle de celle-ci. Certains répliqueront qu'une telle disposition contreviendrait à l'arrêt Blaikie 1979, ce qui n'est pas faux. Or, cet arrêt est survenu il y a désormais plus de 40 ans. La jurisprudence et le droit linguistique ont beaucoup évolué depuis ce temps et nous sommes convaincus qu'un tel jugement ne pourrait plus survenir en 2021. L'application de la loi 101 au réseau collégial est la solution la plus évidente pour contrer un phénomène de transfert linguistique pérenne d'importance. En viendrons-nous à la conclusion que les arguments justifiant l'application de la Charte de la langue française au réseau collégial sont tout aussi valables pour le baccalauréat.
Enfin, une autre mesure structurante pourrait être la création d'un conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Québec. Un tel organe aurait l'avantage de pouvoir réglementer strictement en fonction des besoins et des défis auxquels fait face la langue française et la culture québécoise, et non pas le faire en devant aussi considérer une autre culture, la réalité d'une autre culture, majoritaire, dont les besoins, tout aussi valables, sont très différents néanmoins. On vient plafonner le nombre de places dans le réseau collégial anglophone, puis également en limitant le facteur de croissance. Parce qu'on croit que la langue normale des études doit demeurer le français. Le fait d'étendre la loi 101 au cégep est comme une forme d'évidence, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il ne serait pas même nécessaire d'aller un peu plus loin, comme le proposait par exemple un certain Guy Rocher, et que ça pourrait très bien s'expliquer. Les arguments justifiant l'application de la Charte de la langue française au cégep pourraient être tout aussi valables à l'université. Dans le cas du collégial, on est dans une période culturelle très intense, qui permet aux étudiants de devenir des citoyens à part entière, qui permettent aux étudiants de se faire un réseau de contacts, qui permettent aux étudiants de bâtir leur avenir collectif, pas simplement en termes de citoyenneté, mais en termes culturels aussi. Écoutez, vous êtes la deuxième Société Saint-Jean-Baptiste, pour ne pas dire la troisième. Le MNQ est venu comme organisme parapluie, j'imagine. SSJB et vous. Je comparais les trois mémoires et je me disais, mon Dieu, la bonne nouvelle, c'est que vous vous entendez pas mal bien sur l'ensemble des points à traiter. Mais beaucoup de points sont identiques et c'est des concepts dont on parlait peut-être moins avant, dont la convergence culturelle, mais beaucoup d'autres, les municipalités, les cégeps, la langue. La liste des groupes et des personnes qui sont entendues en commission parlementaire font l'objet de négociations entre les leaders des différentes formations politiques. S'il y avait une forme d'insatisfaction quant à l'identité des groupes présents entendus à cette commission, peut-être que certaines questions peuvent être posées. Je vous remercie de vos commentaires, mais loin de moi l'idée de vous faire un reproche. Je demandais s'il y avait on s'entend, absolument pas. Et puis, je demandais simplement à savoir s'il y avait des points différents sur lesquels vous vouliez apporter ou donner un complément ou quelque chose de différent, parce que, justement, sinon, je pourrais vous reposer les mêmes questions qu'on a posées aux collègues antérieurs. Énorme, en fait. C'est le projet de doter le Québec d'une constitution et d'aller beaucoup plus loin que l'article 90. Ça, vous n'avez pas entendu parler de ça dans aucune autre intervention de la part du groupe parapluie qu'on représente. Non, mais on en a entendu parler de d'autres, par contre, puis effectivement, comme disait le député de Saint-Jean, c'est quelque chose qui n'avait pas été abordé beaucoup. Ça a été abordé dès les années 60, là. Mais disons que c'était pas... Lui-même, d'ailleurs. Voilà, et qui avait mandaté Paul Gérin-Lajoie à un moment donné, etc. Donc, on remonte quand même assez loin. Et là, ça revient peut-être plus, et c'était ma prochaine question. Alors, vous allez, je suis contente, on est sur la même longueur d'onde. Donc, dans les modifications constitutionnelles, ce que je me demandais, parce qu'on a eu plusieurs propositions de mettre toutes sortes de choses, et un qui n'est pas réputé nécessairement indépendantiste, Benoît Pelletier, qui se dit... Cité dans le mémoire abondamment, dans notre mémoire, là, soit dit en passant. Effectivement, mon Dieu, oui, très bien. Alors, Benoît Pelletier qui dit on pourrait mettre telle chose, ça fait des années qu'il écrit sur la possibilité de rédiger une constitution. Donc, là-dessus, vous êtes d'accord? Dans tous les cas, là, que ce soit via 45 de la loi constitutionnelle 1982, que ce soit à travers une procédure législative normale, il faut doter le Québec d'une constitution formellement écrite, justement pour régler cette problématique-là, d'avoir de multiples lois supralégislatives qui sont épars à l'intérieur de notre constitution. Parce que, soit dit en passant, je ne vous apprendrai rien, là, le Québec a déjà une constitution. Là, hein? On n'a pas de constitution au Québec, sauf qu'on n'a pas une constitution formellement écrite. Ce qui amène son lot d'interprétations, là, et surtout ce qui amène une forme d'incohérence constitutionnelle. Vous seriez à l'aise que le collégial, si on le mettait avec sous la loi 101, disons, sous le régime de la loi 101, serait comme un mélange qui n'appartiendrait peut-être plus à l'enseignement supérieur, qui appartiendrait peut-être à un entre-deux? Je vois très bien où vous voulez en venir, là, ça me fait sourire, parce que je connais la finesse de votre analyse quant au régime des études supérieures au Québec, là, bien sûr. La réponse à ça, c'est techniquement, évidemment, je ne pense pas que ça serait une bonne chose que le réseau collégial n'appartienne plus
aux études supérieures. Et vous avez raison, en toute honnêteté, là, Mme David. Je sais que je devrais normalement l'appeler par son titre, là, mais le nom de sa circonscription m'échappe. Vous m'excuserez, Madame la Présidente. Vous avez raison qu'il y a là une possibilité de glissement. Ce que vous soulignez là, c'est juste. C'est-à-dire que c'est vrai que si on applique formellement la loi 101 au collégial, à moins qu'elle ne soit appliquée ensuite au baccalauréat, ce qui pourrait être le cas, ce qui est la suggestion de Guy Rocher, soit dit en passant, parce que la différence entre le collégial et le baccalauréat, il n'est pas très grand en termes de comment on appelle ça, là, en termes de projet de fin d'études, hein, de finalité de diplomation. Bien, c'est quand même 3 ans de plus. Oui, non, je suis d'accord, mais en termes de profil de sortie, quand on est au collégial, on peut quand même sortir vers directement le marché du travail, exactement lorsqu'on termine le bac, lorsqu'on prend, par exemple, le secteur technique, ou encore on est dans le prix universitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez raison, en toute honnêteté, il y a un risque de glissement-là si on fait simplement appliquer techniquement la loi 101 au réseau collégial. De mon point de vue à moi, si on fait ça, il va falloir le faire dans une réflexion globale où on va aussi réfléchir à l'application de la loi 101 à l'université. On doit de toute façon faire une réflexion. Oui. Vous parlez de, même dans votre mémoire, je pense, éventuellement de faire déposer un livre blanc. En fait, ça, c'est tant pour le cégep que pour l'université. Un étudiant ou une étudiante qui suit ses études en médecine à l'Université de Sherbrooke n'apprendra pas du tout le même bagage culturel. Et on est à l'université, là, monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, on est à l'université, on est dans une formation de pointe universitaire. N'apprendra pas du tout le même bagage culturel qu'un étudiant ou un résident en médecine qui est formé à l'Université McGill. Je commence par vous transmettre les salutations solidaires des Acadiens et des Acadiennes, des francophones de l'Ontario et du Manitoba, des Francescois et Francescoises, des francophones de la Colombie-Britannique, du Yukon, des territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et de Terre-Neuve et du Labrador. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un projet de loi aussi majeur sur la langue française au Québec mentionne dès le préambule les liens avec les communautés francophones et acadiennes. Merci. À date, les collaborations et partenariats entre le gouvernement du Québec et nos collectivités ont principalement transité par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Engager d'autres ministères et agences dans une relation renouvelée avec les francophonies des autres provinces et territoires peut avoir un effet levier très important à la condition qu'ils intègrent dès leur départ à leur politique et programme futurs des mesures précises reflétant l'intention de rapprochement manifestée par le gouvernement. Le projet de loi 96 ouvre aussi la porte à l'élimination des droits de scolarité supplémentaires pour ceux et celles qui étudient dans un établissement collégial ou universitaire québécois, à condition que le programme ne soit pas offert en français dans leur province ou territoire d'origine. Prenons ce geste pour ce qu'il est, une manifestation fort appréciée de solidarité avec la jeunesse francophone pour qui, souvent, les possibilités en matière d'études postsecondaires en français sont limitées. Ne pas limiter indûment les choix des jeunes francophones, mais plutôt encourager leur détermination à poursuivre leurs études en français jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Nous sommes naturellement sensibles à l'impact que pourrait avoir cette mesure sur les institutions postsecondaires francophones de nos provinces et territoires, déjà aux prises avec des difficultés sérieuses. La FCFA recommande que le libellé de l'article 29.6 du projet de loi spécifie que cette mesure se fait en consultation avec les organismes représentant la jeunesse francophone en milieu minoritaire, ainsi que les institutions postsecondaires de nos collectivités. Pour la FCFA, que le Québec forme une nation et que le français en soit la langue officielle, cela est un fait bien établi et cela va de soi. D'autre part, il est clair que l'Assemblée nationale dispose des pouvoirs pour enchasser ces caractéristiques dans la loi constitutionnelle de 1867. Cela dit, si le Québec choisissait, pour atteindre ce même résultat, d'entamer un dialogue élargi avec le gouvernement fédéral, cela pourrait renforcer
l'esprit collaboratif au sein de la Fédération en matière de langue, notamment avec les autres provinces et territoires. Soyons clairs, l'enchâssement constitutionnel de ces deux caractéristiques fondamentales du Québec est un objectif plus que légitime. La FCFA suggère simplement une façon d'y arriver qui pourrait être bénéfique pour la protection du français au Québec et sur l'ensemble du territoire. Quelques commentaires sur l'usage de clauses dérogatoires. Il ne s'agit pas ici d'un jugement sur les dispositions à cet égard dans le projet de loi 96 spécifiquement, mais notre rôle comme organisme de la société civile nous impose de rappeler qu'un mécanisme conçu à l'origine pour des cas exceptionnels est utilisé de plus en plus fréquemment par des gouvernements provinciaux et territoriaux. Il y a un potentiel d'affaiblissement des régimes des droits de la personne auquel il faut porter attention. Le nécessaire devoir de solidarité des Québécois et des Québécoises envers les francophones hors Québec et envers les Acadiens. Je crois que le Québec, à l'intérieur de la francophonie canadienne, doit jouer son rôle et doit être solidaire des différentes communautés. Et le Québec va le faire et veut le faire également. Je souhaite aborder avec vous la question de la modification constitutionnelle à l'article 159 du projet de loi. Vous dites, vous êtes en accord que le Québec affirme que les Québécoises et les Québécois forment une nation et que la langue officielle du Québec, c'est le français. Mais vous nous dites, écoutez, quoique ce soit légitime d'utiliser l'article 45 et légal, on préférait que vous utilisiez l'article 43 pour avoir une négociation bilatérale avec le fédéral. Et ce, et vous me corrigerez, là, j'essaie d'illustrer les propos, par crainte des réactions des autres États fédérés, des autres provinces au Canada. Est-ce que je me trompe? Pour le cas de la Constitution, pour nous, c'est important de le faire en pensant aux autres régions et aux autres provinces et territoires. Évidemment, on reconnaît le droit de l'Assemblée nationale de modifier sa partie de la Constitution. Ça, c'est même pas en jeu, puis vous avez le droit de le faire. Tout simplement, on proposait qu'il y a peut-être une autre façon aussi de le faire en dialogue avec le gouvernement fédéral, simplement parce qu'on croit que quand il est question du français pour nous, c'est important aussi que la discussion soit élargie et qu'on aille chercher d'autres partenaires. Et c'est sûr que il y a eu ces moments-là où parfois l'affirmation du français au Québec était, on a vécu certains ressacs dans l'histoire par rapport à des provinces qui voulaient ou qui ont affirmé davantage l'anglais. Est-ce qu'on dit que ça va arriver cette fois-ci? Probablement pas, mais c'est sûr que le dialogue et cet exercice d'expliquer et de rappeler l'importance de la francophonie et pourquoi c'est important de protéger cette langue-là qui est menacée. Et voici des dispositions. Je pense pas que c'est compris nécessairement partout au Canada anglais, le pourquoi la langue française est fragile et pourquoi c'est important de faire des gestes d'affirmation et de protection qui vont plus loin que ce qu'on a en ce moment. Faut pas y aller trop fort parce qu'on pourrait choquer certaines autres personnes dans la Fédération canadienne. En gros, puis ça, c'est mon propos et je le dis, moi, ça me choque. Ça me choque profondément parce que ce qu'on perçoit, c'est que si le Québec veut protéger la langue française au Canada, si le Québec veut protéger la langue française au Québec, on est sous la menace de représailles envers les communautés francophones dans le reste du Canada. Et ça, c'est complètement inacceptable. Et d'ailleurs, le rôle du gouvernement fédéral, ça devrait être de protéger les minorités francophones, les Acadiens, partout. Et moi, je vous le dis, le fait qu'au fil des années, ça n'a pas été fait et que les ressources n'ont pas été données par le gouvernement fédéral aux différentes communautés, c'est pas acceptable. Et surtout, il faut que ça soit analysé également par les tribunaux avec un œil, avec des effets qui ne sont pas uniformes entre le Québec et le reste du Canada. C'est pas la même chose, les communautés francophones hors du Québec et la communauté anglophone au Québec. Ça, c'est fondamental de le dire et de le répéter. Mais on ne peut pas appliquer le même régime dans le reste du Canada aux communautés francophones ou acadiennes que celle qu'il y a à la minorité anglophone au Québec. Ça doit être vu d'une façon distincte, asymétrique. Et
On doit arrêter d'être gêné de le dire que ça doit être fait ainsi. Nos communautés ont évolué depuis 43 ans et c'est sûr que je pense pas que la crainte du ressac, elle est énorme, mais c'est important que, je pense que comme francophone, puis je pense que c'est ça notre souhait avec le Québec, c'est qu'il faut dialoguer, il faut avoir une discussion avec les Canadiens et leur expliquer l'apport social, économique, culturel, historique de la francophonie au pays. Et encore trop souvent, malheureusement, la francophonie chez nous est vue comme un accommodement plutôt que quelque chose à célébrer. Puis je dis pas c'est partout pareil, mais c'est une démarche d'explication et de dialogue. C'est pas naturel pour les Canadiens anglais de comprendre c'est quoi une minorité linguistique et pourquoi c'est important le français s'ils ne le vivent pas eux au quotidien. Donc je pense que c'est dans cette idée-là d'un dialogue. Faut pas que le Québec dise on protège le français chez nous et ailleurs, bien, bonne chance aux communautés. Puis je pense pas que c'est ce que vous dites, mais il faut ensemble faire la promotion de cette langue-là et de rappeler pas juste son apport historique, mais tout ce que ça amène pour l'avenir du Québec et du Canada en entier, d'avoir cette langue française, cette langue officielle-là. Il n'y a aucune commune mesure et c'est dans l'asymétrie qu'il faut voir la minorité francophone du Canada et la minorité anglophone du Québec. Non, non, c'est la fragilité du français au Québec et la fragilité du français dans nos communautés et on parle pas du même pied d'égalité ici là. Nos communautés aussi, il y a des situations qui sont très précaires, les taux d'assimilation sont encore rampants dans plusieurs communautés. C'est sûr, un peu vous l'avez mentionné tout à l'heure, depuis 43 ans, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, beaucoup d'amélioration dans les communautés. Mais la vitalité dépend beaucoup. On vient de le vivre avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Dans certaines communautés, dès que les gens n'ont pas pu se rassembler avec des points où ils peuvent parler français, on s'est aperçu rapidement que cette vitalité-là peut disparaître assez rapidement. En Saskatchewan, qui donne des programmes en français, mais pas celui que l'étudiant veut suivre. Il se donne à l'UQAM, à l'UQTR, mais il ne se donne pas dans la province d'origine. Bien, ils n'auront peut-être pas le réflexe Moncton, le réflexe Université Laurentienne, etc. Et je pense que ça, c'est l'effet qui peut être un peu dangereux de fragiliser les autres universités francophones canadiennes. Il faut être un peu préoccupé. Il faut le suivre de près, c'est comme on a dit. Mais nous, on ne s'oppose pas à toute offre de programme en français. Que ça soit au Québec ou que ça soit ailleurs, on veut donner le plus de choix, le plus d'opportunités à notre jeunesse de nos communautés, d'être capable d'aller suivre les programmes où ils sont dans la mesure du possible. Et cette offre-là vient rajouter à leurs possibilités, à leur choix de carrière, à leur choix d'orientation. Et pour nous, c'est important de l'offrir en français. Parce que, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Madame, il y a les Américains à côté, il y a beaucoup d'autres pays maintenant qu'on peut étudier en ligne. C'est pas uniquement l'attrait du français qui peut jouer. J'ai même noté beaucoup de craintes là, quand on arrive à la portion politique. Et quant à la question de l'antipathie que le projet de loi 96 pourrait générer hors Québec, moi, j'ai écrit qu'il pourrait même y avoir de l'hostilité. Oui, Monsieur le député, c'est pour ça justement qu'on a fait état de nos préoccupations et que l'on vous suggère certains éléments. Pour nous, c'est très important que le Québec joue son rôle aux tables nationales, provinciales, territoriales. Vous l'avez abordé, puis vous l'avez abordé, on le sent dans la lecture de votre mémoire que là, il pourrait y avoir un problème. Est-ce que vous considérez, là, compte tenu de votre position à l'extérieur du Québec, que si l'utilisation des clauses dérogatoires au Québec, telle que proposée dans 96, était mieux balisée, que ça amenuiserait un peu un potentiel sentiment
d'antipathie ou d'hostilité législative dans les provinces hors Québec. Les clauses dérogatoires, pour nous, c'est pas juste dans ce cas ici, dans le cas de la loi 96 ou le projet de loi de la loi 96. Notre préoccupation est sur l'utilisation beaucoup plus qu'on a vu dans les dernières années, qu'on utilise ça plus à bon escient qu'avant. C'est qu'auparavant, on utilisait très peu les clauses dérogatoires et c'est la préoccupation qu'on a parce qu'on ne veut pas que ça devienne la norme. Que l'utilisation de clauses dérogatoires par trop de gouvernements à trop de moments pourrait miner pas juste les droits linguistiques, mais les droits de l'ensemble des minorités. Donc, la commission reprend ses travaux. Nous accueillons maintenant la communauté Mohawk de Kanesatake et le chef Jérémy Tomlinson, ainsi que Mme Linda Nicolas, directrice culturelle. Donc, étant donné que nous avons eu quelques problèmes techniques, nous vous entendrons pendant votre exposé de 10 minutes, mais malheureusement, on ne pourra pas avoir de période d'échange avec les membres de la commission. Donc, je vous cède sans plus tarder la parole. Merci. Sego Sawagwego, de Yawanizera Te Yunjats, Danu Thompson de Waxenazere, Waxkare Wage, Danu Ganyagahaga Najadota, Kanesatake Hirono. Alors, mon nom, c'est Yawanizera Te Jeremy Tomlinson. Je suis un chef ici à Kanesatake. Je suis accompagné de ma collègue, la directrice du centre culturel, Mme Hilda Nicolas. Puis, notre présentation va être en 3 parties aujourd'hui. Madame Nicolas va vous adresser la parole dans sa langue maternelle, Ganyagara. Puis ensuite, j'ai une présentation à faire courte un petit peu en anglais et je vais procéder en français pour votre convenience. Akom te ikate. Isi nuane oska to nyawe ni oserake. Jisawate nyatha aisawahtunte ne unkuoneha owana. Ta ne unkuowana ne te kahnera ne unchumza. Weso na hota kakarunis ne ukwenue akowana jinyakori hota ta ne unchumza. Weso ti taka nyoto ta ne ya te yuri huatoko akayonta ke no huista ne okwehu akorihua ke ne amsaya ketsko ta nu ayenustate na akowona ne ti ne inchatakwa inderihua instakwa rutikaruni ne ki saka giga ne bill 96 do atroho ne ukwehuwe ainustate ne ukwawana. Akwekun ne eksa okun ya tanorum. Yaki tetkayeri ne samha ya isawata suntera. Aisawa reke aiti karuni ne ratiksa okunwa ne bill 96 aisawa reke. Tuanikun. Alors, qu'est-ce que Mme Nicolas ici vous a adressé dans notre langue, le Ganyagera? C'est sa langue maternelle, qui est la langue qui est parlée par nos aînés ici à Kanesatake, puis par certains de nos adultes et de nos jeunes. Puis on met beaucoup d'efforts à essayer de revitaliser notre langage ici à Kanesatake. Puis, j'avais invité Hilda aujourd'hui pour vous adresser parce qu'elle fait partie d'une poignée de gens dans notre communauté qui travaillent très fort depuis des décennies à essayer de revitaliser notre langue puis s'assurer de la survie de notre langue ici à Kanesatake, puis aussi dans nos communautés sœurs de Kahnawake, Akwesasne, Tainega. Alors, c'est un combat qui livre, comme j'ai dit, depuis des décennies. Comme un peu vous, le Québec, vous livrez afin de protéger la langue française. D'un côté, nous, on admire les efforts que vous mettez,
à protéger la langue française au Québec. Puis, on va prendre l'opportunité aujourd'hui de discuter dans cette avenue-là pour voir si on peut arriver à une entente de collaboration qui va souligner l'honneur de la couronne, autant de la couronne anglophone que la couronne francophone ici au Québec, de reconnaître que nous, les peuples autochtones, à l'arrivée des Européens, on était déjà ici. On existait avec nos lois, notre culture, nos mœurs, notre langue. Puis l'honneur de la couronne démontrait que nous, on pouvait exister et les Européens venus pouvaient exister aussi dans un esprit de collaboration et de respect mutuel. Au fil des années, ça n'a pas été le cas pour nous. On a été marginalisés, on a été oppressés. Comme Hilda l'a expliqué, ça fait des centaines d'années maintenant que notre langue est sous pression. Des pressions très, très, très difficiles. On le voit maintenant avec les pensionnats, avec les enfants qu'on trouve, les cadavres. C'était beaucoup dans les efforts d'effacer notre culture et d'effacer notre langue. Maintenant, nous, on travaille très, très fort à la ramener. Puis, le problème avec le projet de loi 96, c'est que ça va amener beaucoup plus de pression sur nos communautés, sur nos peuples, à pouvoir préserver nos langues. Puis, c'est pas qu'on veut interférer dans les matières du Québec. En fait, comme j'ai dit, on applaudit le Québec avec les efforts qu'ils font pour protéger leur culture et leur langue. Mais c'est déplorable de le faire en mettant de la pression additionnelle sur nos communautés et nos peuples. Alors, on demande plutôt que dans votre projet de loi serait inclus une section, un texte qui laisserait l'ouverture à la collaboration, à la discussion avec les peuples autochtones afin d'assurer que nous ne serons pas négativement impactés par vos actions pour protéger votre langue et votre culture, mais plutôt de laisser ouverte qu'on peut travailler en collaboration, que vous pouvez atteindre vos buts et que nous aussi, on pourrait continuer à faire notre cheminement afin de revitaliser notre culture et nos langues. On ne veut pas se mêler de vos affaires politiques. Nous, le point reste le même. Nous étions ici depuis tant, bien avant l'arrivée des Européens. On peut coexister ensemble. Alors, c'est important de reconnaître que si vous faites des efforts, en autant que ça ne vient pas empiéter et nous causer des problèmes, je crois qu'on peut vraiment arriver à une entente de cette façon-là. Il y a beaucoup d'autres lois québécoises qui incorporent dans leur texte des clauses afin de respecter et d'ouvrir le dialogue avec les peuples autochtones afin de voir que nos droits et notre existence est respectée ici sur nos terres maternelles. Maintenant, je vais prendre quelques minutes pour aussi lire un texte qui a été préparé par la Coalition des communautés autochtones anglophones du Québec, qui vient un peu illustrer qu'est-ce que je viens juste de discuter avec vous en français. Le texte est en anglais et il va dessus. The Coalition of English-Speaking First Nations in Quebec was established in 2012 by English-Speaking First Nations of Quebec. It is made up of 11 First Nations communities, including Aguasasne, Kebaowek First Nation, Geskapigiag, Ganasatake, Gotnawage, Gawachikamak, Kitiganzibi, Lestigush, Long Point First Nations, Winnoway, Timiskaming, and Algonquins of Barrier Lake. 2 Indigenous organizations also participate in the coalition, namely the Native Women's Shelter of Montreal and the Friendship Center of Maniwaki. The coalition was specifically created to address the challenges confronting English-speaking First Nations in Quebec with respect to improving access to health and social services in English. Over the years, the coalition has expressed these concerns to the Minister of Health and Social Services and the MSSS's Aboriginal Affairs Unit and other branches of the Government of Quebec, including to the Vien Commission. Ensuring access to health and social services for English-speaking First Nations has been an ongoing, long-standing concern, which is being raised once again in the context of the current consultations. To contribute to a comprehensive response to the specific needs of English-speaking First Nations,
the coalition's brief makes a few key recommendations. The coalition's objective is to collaborate with the government of Quebec so that the well-being of First Nations is protected. First, the coalition recommends that the provision be included in the French Charter to expressly grant the government of Quebec the power to enter into an agreement in respect to any matter to which the French Charter applies. This is the most efficient solution to address the specific needs of each English-speaking First Nations. Second, the coalition recommends that Section 97 of the French Charter be further amended to allow for language requirement exceptions for all professionals who work exclusively on reserves, settlements, or Category 1 lands, whether they reside on or off reserve. This will make it easier for First Nations to hire professionals to meet their needs. Third, as a consequence, amend to the professionals exemption, the coalition recommends to include in the French Charter a provision specifying that all technical health and safety documentation sent to institutions and professionals on reserves, settlements, or Category 1 lands must be accompanied by an English translation. Such documentation is essential to the safety and well-being of First Nations individuals, and as such, it is essential that either content be easily accessible and understood. Additional proposed amendments to the text of Bill 96 are also raised in the brief that was sent to the Commission. The three recommendations mentioned above are those of the greater importance. They aim to build partnerships between English-speaking First Nations and Quebec's institutions and ensure that quality, adept health and social services are available to our people. Merci beaucoup, Chef Tomlinson et Madame Nicolas. C'est tout le temps que nous avions, malheureusement, dû aux problèmes techniques. Merci encore de votre contribution aux travaux de la Commission. Et en terminant, je dépose les mémoires des personnes et des organismes qui n'ont pas été entendus. Donc, c'est plus de 52 mémoires qui ont été déposées. Et la Commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux s'inédits. Merci tout le monde.